Les grands entretiens du Plumeau, une émission hors série dans laquelle de grands témoins posent leur voix sur l'actualité. Aujourd'hui, le Plumeau se balade en Amérique. Nous avons le plaisir de réaliser cette émission à Washington, dans les locaux de la Heritage Foundation. Il s'agit de l'un des plus influents think tanks au monde, réputé pour être l'un des temples de la pensée conservatrice, une tendance dont il a souvent été question en France ces derniers mois. Mais c'est pour parler d'un autre courant d'opinion que nous sommes ici aujourd'hui, car, pour paraphraser Marx, un spectre hante l'Europe, celui du populisme. Étiquette infamante ou bannière revendiquée, la vague populiste est réputée devoir tout emporter derrière elle, d'élections américaines en élections européennes. Mais encore faudrait-il savoir de quoi on parle. Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes de la question, David Azerrad. Bonjour David. Bonjour. David, tu es docteur en sciences politiques et chercheur ici à la Heritage Foundation. Tu es notamment spécialiste de la pensée politique américaine, de l'indépendance à nos jours, mais tu es aussi un fin connaisseur de la situation sur notre vieux continent, à la fois par tes travaux et parce qu'il me semble que ta famille maternelle est bretonne. Effectivement, je ne dirais pas que je suis fin connaisseur de ce qui se passe en Europe, mais je suis ça quand même parce que ça m'intéresse et l'avenir de l'Occident m'intéresse. Et ma mère étant française, forcément j'ai un attachement à la France. J'ai grandi à Montréal et ça fait très longtemps que je suis aux États-Unis, donc vous allez pas m'en vouloir, vous allez bien comprendre les auditeurs que je vais chercher mes mots une fois à l'occasion et déraper en français par-ci par-là parce que je ne me sers plus vraiment de mon français. Je t'assure que ton français est excellent et les auditeurs pourront le constater. Alors David, puisqu'il faut commencer par s'accorder sur les termes de la discussion, comment définirais-tu le populisme, ce concept apparemment insaisissable ? Il me semble pour moi c'est une manière d'analyser la politique ou un courant politique qui posite que la division fondamentale dans la société, c'est entre les élites et le peuple, défini en général. Alors ce sont des termes un peu nébuleux, qui sont les élites, qui est le peuple, mais il me semble que de nos jours, c'est la manière la plus correcte de comprendre ce qui se passe aux États-Unis et dans plusieurs pays occidentaux. Alors je vais parler de la situation américaine que je connais le mieux. Ce que je vois vraiment, c'est les élites, ce sont les gens qui sont allés aux universités, qui habitent dans les grandes villes, qui ont une vue du monde assez néolibérale, qui ne se sentent pas particulièrement attachés à leur pays parce qu'ils sont intégrés dans l'économie globale, ils pourraient passer de New York à San Francisco, ensuite de Singapour à Berlin, à Londres et revenir. Et ça, c'est clé. Ils ont un mépris pour les Américains ordinaires. Il y avait Barack Obama qui avait dit de manière... Ça a causé un petit scandale à l'époque. Il disait qu'il y avait plusieurs Américains who cling to their guns and their religion. Ils s'accrochent à leurs flingues et à leur religion. Il y a un mépris du peuple. Ils sont trop gros, ils ne sont pas cultivés, ils sont trop religieux, ils sont racistes. Et moi qui me sens populiste, même si j'habite dans une grande ville, j'ai fait des études avancées, je sens une certaine sympathie pour le peuple parce que je sens que les élites ont mis en place des politiques les 30 dernières années vraiment qui les bénéficient à eux et qu'ils en ont un peu rien à foutre du peuple. Et il y a une combinaison d'une certaine ignorance peut-être, je suis prêt à leur donner le bénéfice du doute qu'ils ne font pas ça par malice, mais il y a aussi une certaine dimension malicieuse où ils ont vraiment l'air d'avoir un mépris pour le peuple et ils ont l'air d'oublier qu'on devrait tous être concitoyens. Donc, je ne dis pas que c'est la seule division dans la société. Il y a aussi une division raciale aux États-Unis. Il y a des divisions en termes de combien les gens gagnent, mais il me semble que c'est la plus fondamentale et celle qui explique le plus ce qui se passe en politique, notamment la montée fulgurante de Donald Trump. Alors justement, David, puisque nous sommes aux États-Unis où le paysage politique et intellectuel a été radicalement bouleversé depuis 3 ans avec l'accession du dit Donald Trump à la présidence des États-Unis, comment qualifierais-tu le phénomène Trump ? Est-ce du populisme ou est-ce autre chose ? Non, il me semble que c'est du populisme. C'est mené par quelqu'un qui alors vient d'une grande ville, est allé à la Wharton School of Business, une des meilleures écoles de business au pays, mais par contre, qui ne partage pas le point de vue des élites. Donc même s'il vient de New York, qu'il a fait ses études, qu'il est très riche, il a une certaine affinité avec le peuple, et même si, disons, je ne crois pas qu'il aille à l'église tous les dimanches, du moins, le peuple sent qu'il n'a aucun mépris pour la religion, pour le christianisme. Je ne crois pas qu'il est d'armes à feu lui-même, mais le peuple sent qu'il ne va pas s'en prendre à eux. Et ce que Donald Trump a vu, et que tous les génies, et tous les conseillers, et tous les PhD, et tous les analystes, et tous les journalistes ne voyaient pas, c'est qu'en gros, il y avait une voie de libre dans la politique américaine, que personne n'était en train de s'adresser en même temps aux valeurs du peuple américain qui ont tendance à être de droite, un certain attachement à la religion, un attachement au pays,
sur la question des flingues, c'est quelque chose qui divise le peuple et les élites aux États-Unis, mais qui ne sont pas, comme on dirait en France, des libéraux fanatiques sur les questions économiques, chose que la droite a tendance à être. Donc il n'y avait vraiment aucun des deux partis qui s'adressait à peuple. Les démocrates sont prêts à concevoir que le gouvernement a un rôle à jouer pour aider le peuple américain, mais ils ont un certain mépris pour leurs valeurs, et c'est l'inverse chez les républicains. Et Donald Trump a vu, il me semble, que ce que personne d'autre vraiment ne voyait, à part Bernie Sanders. Et c'est quand même assez intéressant de réaliser que les deux qui l'ont vu, donc il y avait 17 candidats pour les républicains en 2016 et 4 majeurs pour les démocrates. Bernie Sanders n'était pas un démocrate, c'est un indépendant. Et Trump, bon, il est républicain, mais il a fait, on parlait de ça tout à l'heure, il a fait un hostile takeover du parti. Comment on dit ça en français? Une OPA hostile. Une OPA hostile. Donc c'est clair qu'il ne vient pas du parti républicain, il n'est pas un républicain traditionnel, mais ça montre que vraiment, il y avait un problème dans les deux partis. Et Trump a gagné en large partie grâce à ça. Et il me semble que ça montre qu'il y a un avenir pour qui que ce soit veut réussir de manière électorale à gagner des élections, de reconnaître que le peuple est là où il est et que c'est au gouvernement de le servir et qu'il devrait s'aligner avec les valeurs et les intérêts économiques du peuple. Pas à chaque fois, mais en général. Mais on habite en démocratie, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, tu l'as dit, Donald Trump n'est pas un républicain traditionnel, il n'est peut-être pas un conservateur au sens strict du terme. Donc ici, nous sommes à la Fondation Héritage. Quoique, permets-moi de t'interrompre là-dessus. Je t'en prie. Parce que on lui a posé une fois la question « Are you a conservative ?» Et il a donné une réponse qui m'a tellement plu. C'est une réponse qui me semble qu'aucun des experts en conservatisme, des gens qui ont des doctorats là-dedans, aurait pu donner. Elle est désarmante par sa simplicité. Il a dit oui, je suis un conservateur. Qu'est-ce que je cherche à conserver? Je veux conserver les États-Unis d'Amérique. Moi qui ai étudié le sujet, je t'avoue qu'il me semble que je n'aurais pas pu donner une réponse aussi claire, simple et juste que celle-là. Le conservatisme est une philosophie politique, elle est attachée à des pays, et sa mission dans chaque pays est de préserver le pays. Donc, pour un conservateur anglais, ça va être l'Angleterre, un conservateur polonais, ça va être la Pologne. Donc le conservatisme va prendre une couleur locale, va changer de forme dépendamment du pays dans lequel il est. Et son allégeance fondamentale, c'est à la nation, c'est au peuple. Donc il n'est pas rentré dans des détails de constitutionnalisme, du taux d'imposition, de la déréglementation, toutes les politiques particulières de la droite, mais il a vraiment capturé l'essence de la chose. Alors, j'entends ce que tu dis sur le cœur nucléaire de ce que doit être le conservatisme, mais on ne peut pas nier que depuis les années 80, le conservatisme anglo-américain s'est caractérisé par un certain nombre de traits un peu plus distinctifs, une insistance sur les corps intermédiaires, sur la propriété privée, sur la libre entreprise, sur le libre commerce. Autant de principes qui peuvent parfois paraître en tension avec la trame générale du populisme qui semble, à l'inverse, réclamer une plus grande puissance de l'État, des frontières migratoires mais aussi commerciales solides. À ton sens, est-ce qu'il est vraiment possible de concilier ce conservatisme avec le renouveau populiste qui semble traverser l'Occident? Alors regarde, il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé. La présidence de Reagan a vraiment marqué la droite américaine. Et Reagan était un genre de populiste. Lui venait de la tradition conservatrice. C'est quelqu'un qui avait lu, qui écrivait plusieurs de ses discours, qui avait lu les textes de Hayek, de Kirk et ainsi de suite. Vu qu'il il est devenu sénile rapidement après avoir quitté la présidence, comment on dit legacy en français? L'héritage. Son héritage a été défini par les courants de pensée libertariens de la droite américaine. Donc Reagan a été transformé. C'était vraiment quelqu'un qui avait une affinité avec la classe ouvrière, avec la classe moyenne. Et il a été transformé en genre de prophète du néolibéralisme qui était virulemment contre le gouvernement, qui voulait à tout prix baisser les impôts et c'est la seule chose qu'il voulait. Et c'est vrai que Reagan était en faveur des libres marchés, qu'il était anticommuniste, mais ce n'était pas un fanatique du libéralisme, tel qu'on comprend le terme en Europe et non pas aux États-Unis. Et il me semble donc que ce que le conservatisme est devenu après Reagan, c'est quelque chose de très libertarien, quelque chose de très néolibéral, de vraiment mettre l'emphase sur la déréglementation, baisser les impositions, la croissance économique à tout prix. Et tant pis pour le peuple s'ils ne sont pas capables de keep up with this,
de coller à cette évolution. De coller à cette évolution. Et donc, oui, Trump tu vois, là, je perds mon français. He departed from conservatism. Il a largué les amarres par rapport au conservatisme reaganien, post-reaganien. Post-reaganien. Mais il me semble que c'est pour le mieux. Le conservatisme tel qu'il était défini par les conservateurs américains était devenu trop libertarien. Et ce que Trump représente, ça veut dire réaliser que la base de la droite, c'est la classe ouvrière, la classe moyenne, réaliser l'importance des frontières, l'importance des problèmes d'immigration, la montée de la Chine, arrêter d'essayer de bâtir des démocraties dans des pays qui n'ont aucune tradition démocratique, comme ce qu'était la politique étrangère de Bush, qui était complètement cinglée dans un sens, de dire que ça, c'est du conservatisme, d'aller dans des pays qui n'ont aucun héritage démocratique, et de dire qu'une fois qu'on renverse un tyran, soudainement, ça va devenir une démocratie. On a le droit de penser ça, mais c'est sûrement pas un point de vue conservateur. Donc, Trump ne vient pas du mouvement conservateur, mais dans un sens fondamental, il me semble qu'il représente une correction pour la droite qui avait un peu perdu son chemin. J'entends bien. Alors, tu le sais sans doute, en France, un mouvement social a agité les derniers mois, a occupé la scène médiatique. Lorsqu'on se promène dans les rues de Washington et qu'on explique qu'on est français, on reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Ce sont les gilets jaunes. Quelle analyse portes-tu sur la situation? Car en France, les interprétations concurrentes ont fait florès et il est parfois difficile d'y voir clair. Et encore une fois, je ne suis pas ça d'assez près. Donc, je ne vais pas te donner une analyse approfondie de la chose, mais moi, ce que je vois dans les Gilets jaunes, c'est un peu la même chose que j'ai vu dans la Manif pour tous. C'est qu'il y a une vitalité en France. Il y a encore un désir de vivre. Le peuple français ne se laisse pas asservir par les élites. Ce qui manque en France, c'est de prendre cette énergie et de l'institutionnaliser, de bâtir un mouvement, d'établir des organismes, des magazines. En France, moi, je vois ça un peu comme une cocotte minute. Ça pète une fois à l'occasion, la pression sort, mais après ça, on revient en point mort. Il n'y a rien qui a été bâti. Donc, c'est très bien qu'ils expriment leur ras-le-bol. Dans l'ensemble, il me semble que ça a été non violent et que les gens qui ont commis de la violence, ce n'étaient pas des gilets jaunes. Donc, je ne suis pas pour la violence, c'est l'impression que j'ai de l'étranger. Mais la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va arriver une fois que les gens en ont marre de sortir les dimanches avec leurs gilets? Et c'est là où les Français, je pense, ont quelque chose à apprendre des Américains. Les Américains sont très forts à bâtir, à organiser, à donner, à monter des organismes, à s'impliquer. Les Français ils sont bons à péter un câble, à se fâcher, à aller faire des démonstrations, mais après ça, quoi? Ils ont plus de mal à institutionnaliser leur colère ou leur ressentiment, c'est ce que tu veux dire. Ouais, ou même les bonnes énergies. Oui, bien sûr. Donc, je veux dire, à toi de me dire, mais qu'est-ce qui rêve de la Manif pour tous aujourd'hui, 5-6 ans plus tard? Politiquement, sur la scène électorale, pas grand-chose. Ouais. Culturellement, c'est un autre sujet. Peut-être qu'il reste quand même des graines qui ont été semées ailleurs, mais enfin, politiquement, ça semble être une impasse. Peut-être que les Gilets jaunes, à leur façon, représentent une forme de ce que pourrait être le populisme français ou plus largement le populisme européen. Si tu devais chercher des points communs et des différences entre ce populisme français ou européen et le populisme nord-américain que tu as l'occasion d'étudier plus régulièrement et plus en détail, quelle réponse donnerais-tu? Encore une fois, je n'ai pas suffisamment réfléchi à la question. Vous avez aussi des problèmes différents des nôtres. Vous avez l'Union européenne. Donc, nous, on n'a pas ce problème. On a les deux des problèmes d'immigration, mais vos problèmes d'immigration, il me semble, sont plus sérieux que les nôtres. Nous, on a des problèmes d'immigration qui viennent de l'Amérique du Sud, vous du Maghreb et de l'Afrique. Vous avez des États qui sont bien plus... qui étouffent l'économie et la société civile bien plus que les nôtres. On a un réflexe aux États-Unis, encore une fois, de fonder, de bâtir, d'organiser, de s'impliquer, qui est bien plus développé qu'en Europe. Donc, il me semble que ça va être un peu plus dur en Europe. L'avantage que vous avez peut-être, c'est que on est jeune aux États-Unis. En Europe, il y a quand même une conception du peuple qui est enracinée dans une terre. Il y a un terroir, il y a des langues, il y a une histoire, il y a une littérature, il y a une architecture.
il y a une conception de la nation qui est quand même plus développée qu'ici. Et il me semble que ça peut inspirer plus de dévotion du peuple, peut-être que le nationalisme américain qui est un peu plus flou. J'entends bien. Et pour terminer, David, sur une question très journalistique, mais qui semble être sur les lèvres d'un certain nombre de personnes ici à Washington, 2020, aux États-Unis, le phénomène Trump, parenthèse ou longue durée? Alors, je ne vais pas faire de prédiction parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. L'économie peut s'effondrer. Et ça pourrait nuire énormément à Trump. Les démocrates peuvent décider de se calmer. Il semble que ça ne va pas se passer, mais on ne sait jamais. Mais basé sur les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, il me semble que, tiens, comme on dit au Québec, ça regarde bien pour Trump. It's looking good for Trump, parce que l'économie va très bien et que les démocrates sont dans un mode hystérique anti-Trump où ils sont en train de proposer des politiques qui sont vraiment très éloignées de où l'électorat est, par exemple, de donner les soins de la santé gratuits non seulement à tout le peuple américain, mais à n'importe qui se pointe au pays, même s'il n'a pas de papier. Donc, il me semble que Trump peut facilement être réélu. Ce qui me fait le plus peur, c'est pas juste qu'il perde, c'est pas juste que Kamala Harris devienne présidente et qu'elle mette en place un agenda radical de gauche qui va quasiment empêcher les républicains de gagner une autre élection, de faire que Porto Rico et le district de Colombie deviennent des États, de permettre aux prisonniers de voter, de donner de l'amnistie pour les 22 et quelques millions d'immigrants illégaux au pays. Ça serait surtout que la droite se dise « Ah, bon, ben Trump, c'était une anomalie, on redevient le parti de Mitt Romney ». Et ça, il me semble que ça serait une grande erreur pour la droite. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que Trump dit, tout ce qu'il tweet, mais il faut réaliser qu'il y a quelque chose là, une leçon à apprendre. Et j'ai peur que les conseillers politiques, les experts, les journalistes se disent « Ah, c'était une petite parenthèse de 4 ans, c'était une anomalie, la preuve, il a perdu. Eh bien, on va préparer le prochain Mitt Romney qui va que faire parler des entrepreneurs et qui aura vraiment aucune affinité avec le peuple américain. » Ça, pour moi, ça serait vraiment un désastre. Très bien. Wait and see, comme on dit ici. Merci beaucoup, David. Merci à vous, chers auditeurs. Et à bientôt pour votre prochain rendez-vous avec les grandes voix du Plumeau.